Est-ce que j'ai un retour sur l'enregistrement? Ça prend quelques secondes, voilà, c'est ça. Voilà. Vous enregistrez cette réunion. Voilà, donc j'informe tout le monde que je suis en train d'enregistrer pour les besoins de la cause. Bonjour à toutes et tous de nouveau. Merci d'être présents. Donc, je m'appelle Marc Botorel pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, Guillaume Fier. Ah, Guillaume, il va falloir mettre le micro sur Guillaume. Enfin, couper le micro, Guillaume, parce qu'on a commencé l'enregistrement. Merci. Donc, je m'appelle Marc Botorel, je suis gérant de la société Star Wars Micro, qui existe depuis 15 ans maintenant en région parisienne. Je vais vous en parler rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis, je vous parlerai d'un projet dans lequel on est embarqué aujourd'hui, qui est tout à fait dans la lignée de ce dont on va discuter aujourd'hui. Et je vais être accompagné de Dimitri Perret, qui se présentera aussi lui-même, de chez Vallée. Donc nous avons décidé il y a quelques années maintenant de distribuer les produits de Vallée, tout simplement parce qu'après avoir fait notre tour de marché, on fait toujours des analyses des solutions existantes. Il nous a semblé que c'était la solution la plus pertinente en termes de protection de la messagerie et d'autre part la moins invasive en tout cas pour comparer à d'autres solutions concurrentes du marché qui demandent de passer par des plateformes pour être authentifiées, qui sont solides aussi, j'allais dire, mais qui ne sont pas du tout ergonomiques de notre point de vue. Donc, je vais commencer cette présentation par présenter d'abord la société. Je vais partager mon écran avec vous et puis vous faire un peu l'état des lieux de la cybercriminalité aujourd'hui. Donc là, c'est encore pareil, il faut que je retrouve le bouton. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Euh, ouf, voilà. Désolé pour le contretemps, euh, le temps de trouver la bonne fenêtre. Ça, c'est l'avantage du multi-écran. Je vais partager cet écran. Et il va falloir d'abord que je revienne au tout début. Voilà, est-ce que vous voyez tous mon écran? Parce que c'est quand même important. Bien, donc voilà, comme je disais, on en est au troisième épisode de nos séries liées à la cybersécurité. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis gérant de la société Star Wars Micro. Je suis également réserviste ce qu'on appelle le ComCyberGen, qui a été créé l'été dernier à la gendarmerie. Donc, c'est la partie gendarmerie qui s'occupe des affaires cyber. Et d'autre part, je suis également référent national cybersécurité pour la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Donc, je suis en relation avec les institutions pour défendre les intérêts des chefs d'entreprise patrimoniaux, mais sous l'aspect de la cybersécurité, en faisant du lobbying aussi auprès du gouvernement. Et puis donc Dimitri, qui est responsable IMIA, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique, de VADE sur la partie Inside Sales. Euh, pour avancer, je vais donc vous parler du partenariat que l'on a aussi avec VADE sur ces aspects-là, faire un peu le point sur la cybercriminalité, puisqu'on a eu, je fais partie du conseil d'administration de la plateforme gouvernementale qui s'appelle Cybermalveillance GouVFR, qui est une plateforme d'aide aux victimes, aux cybervictimes, mais également une plateforme de documentaire, et également une plateforme d'assistance pour la sécurisation des entreprises. Et on a eu un état des lieux avec le patron de l'ANSSI en début de conseil d'administration la semaine dernière, enfin il y a 10 jours maintenant, ainsi qu'avec le général 5 étoiles qui commande la gendarmerie nationale française. Donc il y aura quelques recommandations là aussi, au vu de la situation ukrainienne, vous imaginez bien. Un petit point sur le pourquoi du comment de Vallée et son intérêt dans une chaîne de défense. Et je passerai ensuite la main à Dimitri qui vous expliquera ça plus en détail, sans pour autant être technique sur ces aspects-là. Donc, comme je le disais, nous, on existe depuis 15 ans. On a une petite activité particulière, une grosse activité professionnelle, c'est à peu près du 90-10. Mais il se trouve que bon, il y a aussi des particuliers qui font partie des sociétés que l'on gère et vice-versa. Donc, il y a on va dire une porosité entre les deux activités. Mais notre cœur de métier reste quand même les sociétés, donc les TPE, PME, collectivités locales, essentiellement Paris, région parisienne, même si on peut faire comment dire, des interventions à distance et on traite des clients à distance. Mais notre mot d'ordre, c'est d'être à 1 heure max de nos clients. Certains d'entre vous dans le call sont clients, comme Monsieur Rouilly, de façon à pouvoir intervenir rapidement en cas de gros problème qui ne peut pas être dépanné à distance. Et on est vraiment sur quatre axes, c'est-à-dire le conseil et l'audit
j'aime pas le terme audit et beaucoup de gens ne l'aiment pas parce que ça fait intrusif, mais ça fait plutôt l'analyse de l'existant, on va l'appeler comme ça, notamment soit sur l'infrastructure d'un point de vue fonctionnel, mais également sur les aspects cybersécurité. Ensuite, la mise en œuvre de ces préconisations basées sur des solutions qu'on distribue, comme celle comme VAD. Puis les contrats de maintenance ou d'infogérance qui sont soit préventifs ou curatifs en fonction de ce qui est nécessaire. Et puis tout l'aspect formation, transmission de compétences de façon à ce que vous soyez autonome et performant avec les outils que nous vous conseillons et mettons en place. Aujourd'hui, nous faisons partie d'un réseau, un réseau français qui s'appelle Escrime, un réseau de revendeurs en informatique, qui représente finalement une masse relativement importante, plus de 250 millions de chiffres d'affaires annuels confondus, ce qui nous permet aussi d'avoir des relations privilégiées avec nos distributeurs, nos fournisseurs, nos partenaires, comme VAD par exemple. Donc ça permet d'avoir à la fois l'aspect souplesse locale d'une petite entreprise comme la nôtre, hein, de 6, 7 personnes, mais d'être adossé à un gros groupe qui nous donne aussi du poids vis-à-vis de nos fournisseurs. Et cela nous donne aussi, alors, soit à titre personnel, soit à titre de notre entreprise ou à titre collectif, un certain nombre de partenariats, comme je l'ai évoqué, alors aussi bien avec des grands constructeurs comme HP ou Lenovo, également des gros éditeurs comme Microsoft, bien évidemment, incontournable, et puis des éditeurs plutôt dans la partie cyber, comme des éditeurs d'antivirus, de firewall, mais évader exactement aujourd'hui le thème de notre message. Nous sommes depuis la création de la plateforme Cybermalveillance, comme je l'ai dit, qui est une plateforme de mise en relation entre des cybervictimes, enfin à l'origine entre cybervictimes et des prestataires pour les aider en cas de cyberattaque, mais également depuis cette année entre des sociétés qui veulent vérifier ou améliorer leur posture de cybersécurité, qui cette fois-ci s'appuie sur des experts cyber. Nous sommes 170 sociétés en France à la date de la semaine dernière, labellisées experts cyber, labellisation qui passe par l'AFNOR, qui est renouvelable tous les 2 ans, donc ce n'est pas un acquis à vie, et qui nous permet, nous, de répondre aux demandes de sécurisation des entreprises. Donc on a accès au travers de ces plateformes gouvernementales, aussi bien à pouvoir aider les cybervictimes, comme pouvoir aider les sociétés désirant améliorer leur cybersécurité. Voilà à peu près les domaines d'intervention que l'on a aujourd'hui autour de la cyber. Donc, effectivement, toute la partie préventif, audit cyber, pen testing, test d'intrusion, donc pour regarder si vous êtes pénétrable informatiquement parlant, les mises en place de plans de reprise d'activité ou plans de continuité d'activité, bien évidemment, sensibilisation, on reviendra sur cet aspect-là. Les solutions que l'on met en œuvre qui permettent d'avoir un panel, en tout cas si tout était mis en œuvre chez tous nos clients, on diminuerait de manière très significative la surface d'attaque. On ne peut jamais vous garantir une protection à 100% parce que les hackers et les cybercriminels sont de plus en plus organisés et malins, et en avance aussi en utilisant même les nouvelles technologies comme l'IA, on en parlera après sur l'offre de VAD. Mais en tout cas, on peut réduire significativement la surface d'attaque. Et comme on dit, en cybersécurité, le risque résiduel devrait être transféré sur une cyberassurance qui prend en compte justement tous ces risques pour lesquels personne ne pourra vous garantir une étanchéité à 100%. Quelques exemples récents de cyberattaques pour remettre un peu dans le contexte, après vous avoir parlé de Starware Micro. Et j'ai oublié de préciser, on vient de créer une société à plusieurs, on est 35 actionnaires à la date d'aujourd'hui, une SAS regroupant 35 sociétés et indépendants dans la cybersécurité, pour créer une société qui va être hébergée dans le campus cyber, le nouveau totem français de cybersécurité qui regroupe à la fois la recherche, l'éducation, les startups, les licornes, comme on appelle dans le domaine, et les grosses sociétés, de façon à créer, en fait, comme je viens de le dire, le totem de la cybersécurité en France. Il en existe donc 3 dans le monde. Il y a un en Russie, un en Israël, un et en France. Voilà. Et donc, nous allons être nous sommes locataires du campus cyber et nous sommes un regroupement de 35 sociétés indépendantes dans le domaine de la cyber pour venir apporter des solutions aux entreprises. Donc, Starware Micro est aussi dans le capital de cette nouvelle société. Donc, des exemples de cyberattaques, ce serait tous les jours. À la limite, je pourrais changer cette slide tous les jours si nécessaire, parce que tous les jours, il y a des attaques. Ça devient vraiment un lieu commun, notamment avec une très forte accélération depuis le début de la crise sanitaire et maintenant la crise ukrainienne. Donc, vous voyez, et ce que j'ai voulu montrer aussi ici, c'est que ça touche aussi bien des grosses sociétés internationales comme Facebook ou LinkedIn, qui bien évidemment contiennent énormément d'informations sur vous,
J'ai d'ailleurs, au travers de mes missions, récupéré la base Facebook française qui a été hackée, qui contient effectivement énormément d'informations sur, en tout cas, ceux qui avaient renseigné leur profil, nom, prénom, numéro de téléphone portable, adresse mail, etc., etc., qui bien évidemment vont être réutilisés derrière pour des campagnes de phishing dont Dimitri vous parlera. Mais ce que je voulais montrer, c'est qu'il y a effectivement toute taille d'entreprise. J'en ai un deuxième exemple qui date d'assez récemment, puisqu'il y a quelques exemples de février 2022. Génération, qui est comment dirais-je, une mutuelle, l'espace numérique des lycées, le NT, qui avait déjà été attaqué l'année dernière d'ailleurs. Beaucoup de mairies, beaucoup de collectivités locales, notamment dans le 93, je ne sais pas pourquoi, mais Romainville, Bobigny, Tremblay en France, tout ça date de décembre, c'est très récent. Et puis peut-être que vous avez vu Viasat, un satellite qui a été piraté en février, après le début de l'invasion de l'Ukraine d'ailleurs. Et il y a plus de 40 000 abonnés qui sont restés sans Internet au niveau européen. Ça montre aussi les effets de bord de la guerre engagée en Ukraine, quelque part. J'ai laissé cette slide à dessin pour ceux qui étaient déjà dans la session précédente. Il faut quand même prendre conscience qu'aujourd'hui, et je travaille d'ailleurs avec la Fédération française de l'assurance, qui s'appelle France Assurance maintenant, depuis le début de l'année, j'ai été dans un groupe de travail avec le Trésor public, Bercy, récemment, qui essaie d'avoir un socle commun entre tous les assureurs sur les offres de cyberassurance. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les assureurs eux-mêmes considèrent que le risque cyber est le risque numéro un qui pèse sur les entreprises, en tout cas sur les 5 ans à venir, et il est tagué de cyberattaques létales. Dit autrement, dans la majorité des cas, les entreprises qui sont cyberattaquées ne s'en remettront pas. D'ailleurs, on voit depuis le début de la crise ukrainienne des attaques aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement de la prise d'informations en rançon, ce qu'on appelle les ransomware ou rançon logiciel, mais plutôt affaire à des wipers, c'est-à-dire des nettoyeurs d'informations, la suppression complète des informations des données de l'entreprise. Donc c'est de l'attaque destructrice, c'est de la réponse finalement économique aux sanctions et aux blocus économiques mis en place par les autres pays européens. Les actes de cybermalveillance en 2021, ça c'est extrait du rapport de ce qu'on appelle la CIMA, c'est-à-dire cybermalveillance.gouv.fr. C'est plus court de dire un CIMA, c'est un GIP finalement, un groupe d'intérêt public. Et le rapport est sorti il y a 10 jours, donc c'est tout frais. Ce que l'on peut voir, c'est que sur le domaine professionnel, pour les collectivités et les administrations, eh bien, c'est ce que l'on a pu constater d'ailleurs depuis le début de la crise. On a une hausse très substantielle des campagnes de rançon logiciel, donc de ransomware. C'est la première menace qui pèse sur les entreprises et les collectivités. L'idée est simple, hein, c'est de rançonner les données, demander une rançon pour pas qu'elles soient exposées dans le domaine public, puisque bien évidemment, les collectivités ont énormément d'informations, des données à caractère personnel qui doivent rester protégées normalement dans le cadre du règlement européen, du RGPD. Sur les entreprises, sur la partie privée, là, le piratage de comptes, les messageries sont de plus en plus ciblées et c'est là où ça donne tout le sens aux solutions VAD qui vont venir justement protéger ces messageries. Donc on voit une augmentation plus que très sensible des piratages de comptes pour lesquels on va se protéger justement avec VAD. Quand il s'agit des actes de cybermalveillance, toujours, la suite de ce rapport, ce que l'on voit, c'est que dans les hameçonnages les plus fréquents, on a vu les infractions pédopornographiques, donc beaucoup d'entre elles sont bien évidemment des fakes. Hein. Vous avez dû recevoir peut-être certains d'entre vous des messages disant que vous aviez été pris en train de regarder des vidéos pornographiques sur Internet et que le pirate avait soi-disant pris le contrôle de votre compte. D'ailleurs, généralement, dans l'entête, il vous affiche votre adresse mail et votre password, qui en fait vient généralement soit d'une base LinkedIn ou d'une base Facebook qui a été volée avant. Mais ça vous fait croire qu'il a pris le contrôle de votre machine et il vous réclame une rançon, sinon il diffuse vos images de vous en train de... Enfin, ce que vous faisiez en regardant ces vidéos. Voilà. Le faux support technique pour lequel on a eu l'occasion d'enregistrer une vidéo avec Alexis, qui est dans notre équipe et en ligne aujourd'hui, pour un reportage pour France 2 il y a 2 ans. Donc vous le retrouverez aussi sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez voir comment on se fait avoir par un support technique, et je laisserai ensuite Dimitri parler de tout ça. Le type de phishing, puisqu'on va bien parler de phishing aujourd'hui, qui fonctionne bien, c'est la fraude au président.
Donc, la personne qui se présente à travers le mail comme étant le PDG de la société, qui va demander des informations. Donc là, on est sous l'autorité, ou qui va demander aussi derrière des ordres de virement pour soi-disant des opérations secrètes de rachat de société. Partage de documents, avec bien évidemment des pièces attachées malveillantes, contenant un malware ou une porte dérobée, peu importe. Des messages soi-disant venant des ressources humaines de l'entreprise, informations à remettre à jour, par exemple, sur le site des RH, et puis ce qu'on appelle les services issues notification, c'est-à-dire ce que vous recevez, par exemple, de la part des banques, disant que votre compte a été désactivé, que pour le réactiver, il faut retourner sur le site et redonner vos identifiants. Voilà. Mais Dimitri parlera de tout ça un peu mieux que moi. Enfin, pas mieux que moi, mais en tout cas, il va compléter mon propos. J'ai gardé ceci qui est en fait un, comment dirais-je, les cartes d'attaque, parce qu'elles me paraissent intéressantes à voir. Pendant que nous sommes en train de discuter, voilà ce que Bitdefender, qui sera le sujet d'une autre conférence d'ici 2 mois, puisqu'on fait nos séances tous les 2 mois, bah, c'est toutes les attaques qui ont lieu pendant qu'on est en train de parler au niveau des endpoints, que ce soit des attaques ou l'infection du spam. Vous voyez que bah, il se passe pas mal de choses entre les différents pays. Et puis, pour ce qui concerne Vadé, mais je laisserai Dimitri commenter aussi, bien là aussi, tout ce qui est récupéré par Vadé et bloqué sont les différents sites qui sont, ou mails qui sont pas les bons. Vous voyez, ça, c'est envoyé des États-Unis, mais ça ressemble à une page de la banque postale. Alors, comme on est le matin, on a des mails de phishing qui sont plutôt européens, et là, en l'occurrence français. En fin de journée, on verra apparaître sur ces plateformes plutôt des tentatives de phishing américaines, puisque c'est la période de travail des Américains. Voilà. Et vous avez en bas bien l'adresse du site qui héberge, qui a envoyé ce message, et d'où ça vient, et le temps de détection. Donc c'est pour dire que ça tourne en permanence, et c'est toutes les tentatives de phishing qui vont être bloquées justement par, vous voyez, ben, la banque postale, ça tourne pas mal ce matin. Voilà, donc vous rentrez votre code, en fin de compte, vous rentrez pas du tout votre code, mais du coup, le pirate a votre code, donc tout va bien. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur Vadé, et puis je vais laisser la place. Juste un petit focus sur la crise ukrainienne. On connaît très bien les groupes de hackers russes aujourd'hui. On sait qu'ils travaillent pour le gouvernement. C'est un peu un petit arrangement entre amis. On vous laisse faire vos exactions et vos extorsions d'argent à titre privé, mais quand on a besoin de vous, vous travaillez pour le gouvernement russe. D'ailleurs, à ce titre-là, on a une carte interactive. Tout ça est bien identifié de l'ensemble des groupes de hackers russes qui travaillent ensemble avec chacun leur spécialité. Celui-là fait des portes dérobées. Alors là, il y en a beaucoup trop, donc on aura un peu de mal à voir. Ici, on va essayer d'en trouver d'autres. Il y en a qui sont spécialisés dans les ransomware, etc. Et toute cette flopée de groupes de hackers travaillent de concert, vraiment de manière organisée. Donc, il faut bien prendre conscience que la cybercriminalité aujourd'hui, c'est un business underground, parallèle, très bien organisé, sans foi ni loi, donc beaucoup plus agile, on va dire, que nous, bloqués, on va dire, par des gouvernements locaux, européens, et qui prennent du temps à réagir par rapport à tout ça. Voilà, donc je voulais quand même mettre ça en avant. Et de fait, il y a eu des recommandations faites à la fois par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes, l'ANSSI, plutôt pour les grosses sociétés, et puis également des recommandations faites par Cybermalveillance à l'adresse des TPE, PME et collectivités, de ce qu'il faut faire maintenant. Et c'est le message que je vais vous faire passer. Ce que disait donc Guillaume Poupard avec le général la semaine dernière, c'est les sociétés doivent prendre les mesures de sécurité primaires, principales, tout de suite, comme celles qui sont indiquées ici, parce que on n'est pas à l'abri d'une cyberguerre, ce qui serait la première fois, et on voit déjà aujourd'hui un certain nombre d'exactions qui sont soit qui visent l'Ukraine, bien évidemment, mais également les autres pays européens qui ont mis en place des sanctions économiques. Et donc, si on ne se protège pas, on va se mettre vraiment, puisque la guerre risque de durer, enfin la guerre et la cyberguerre risquent de durer, vraiment se mettre à l'abri de tout ce qu'il pourrait y avoir comme mesure de rétorsion de la part de la Russie et de ses alliés. Voilà, donc ce n'est pas un message en l'air, hein, c'est vraiment un message très à prendre en considération aujourd'hui. Voilà. Alors, je termine là-dessus. 99% des cyberattaques requièrent une action humaine. Eh bien oui, vous avez un antivirus, par exemple, qui vous dit que ce message, ou qui va filtrer ou indiquer un message malicieux, potentiellement, si vous cliquez dessus, l'antivirus va vous laisser faire parce que c'est vous le mettre à bord. Donc le mieux, c'est de le bloquer avant qu'il arrive à vous pour que vous preniez la mauvaise décision. Donc c'est l'insécurité humaine.
de plus en plus de routines business qui passent à travers des radars, parce que pas bien bloqués par des solutions plus classiques, on va dire. Et donc le problème, c'est toujours le même, hein. La première ligne de défense, c'est l'humain, mais malheureusement, l'être humain est un être faillible, parce qu'il a ses émotions, parce qu'il a ses états d'âme, qu'un ordinateur ou un système d'IA n'aura pas. Pour terminer, la sensibilisation est un point hyper important. Monsieur Rouilly pourra en témoigner d'ailleurs sur la plateforme de Wergo, donc la plateforme de e-learning que l'on a mis en place dans sa société, ainsi que le guide des bonnes pratiques. Et vous aurez les pointeurs, quoi qu'il en soit, pour le chercher, ainsi que toutes les brochures de cybermalveillance.gouv.fr sur lesquelles je travaille aussi dans les groupes de travail en étant au conseil d'administration. Je reviens sur le schéma que je présente à chaque fois dans la série de nos webinaires. On a parlé la première fois des PC sécurisés by design, donc les PC et workstation HP que l'on distribue. On a parlé également de la partie VPN et protection par feu avec Sophos il y a au mois de janvier. Et aujourd'hui, on va parler de cette partie anti-spam, mais pas que, avec Vadé. Et je laisse la parole à Dimitri pour prendre la suite. Dimitri, c'est à toi. Yes, merci Marc pour... Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la fenêtre de chat, on y répondra à la fin, puisqu'on a réservé une partie de temps à la fin de cette présentation pour vos questions en live ou répondre à celles qui auraient été mises à travers le chat. Merci. Bon, ouais. N'hésitez pas à poser des questions, à les mettre et on y répondra tous ensemble. Du coup, merci Marc pour cette introduction et ce temps de parole. L'idée va être de discuter un petit peu de cybersécurité, principalement utilisant la messagerie. Donc, je vais partager mon écran et lancer ma présentation. Hop. Vous voyez bien mon écran? Oui, Dimitri. Parfait, ok. Donc, je me présente, donc, je suis Dimitri, responsable de l'équipe Inside Sales au niveau européen et IMIA. Donc, ça fait un peu plus de 8 ans que je suis chez Vadé. Donc, je connais bien l'entreprise, les personnes et les différentes solutions. Donc, l'idée ce matin va être de voir un petit peu, de faire un point sur le contexte de la messagerie, comprendre pourquoi la messagerie est le canal le plus utilisé par les pirates. Et on va faire un petit focus sur quelques menaces et suivre leurs évolutions et quelles sont les contre-mesures qu'apporte Vadé, notamment sur ces points. Et après, on ira jeter un petit coup d'œil chez Microsoft 365 pour comprendre un petit peu quelles sont les solutions mises en place par Microsoft et voir si elles sont suffisantes et si on peut apporter des éléments supplémentaires. Donc déjà, premièrement, l'email est le moyen de communication le plus utilisé au monde. C'est au niveau corporate, c'est comme ça, c'est le moyen. Techniquement, l'email n'est pas un canal sécurisé. Ça a été créé par des universitaires qui voulaient juste communiquer dans un monde antérieur où la menace n'était pas aussi présente qu'aujourd'hui. Donc, techniquement, le tunnel mail n'est pas conçu pour la sécurité. Et enfin, les pirates ont bien compris que le maillon faible était l'humain et il y avait plein de tactiques et stratégies pour leur faire faire les actions désirées. Un élément à comprendre, c'est que les pirates sont très agiles, très agiles. Ils exploitent l'actualité en permanence. Donc là, j'ai pris des exemples autour du phishing, mais il faut bien comprendre que demain, ce sera le Black Friday, ce sera les soldes, ils vont faire de la communication autour de ça. S'il y a une crise humanitaire, un événement politique, un tremblement de terre, ils vont tout de suite s'adapter et envoyer des campagnes autour de ces sujets. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a différents buts. Soit le but de la campagne est de générer de l'argent, ou soit grappiller des informations, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et un élément à comprendre aussi, c'est qu'au niveau mondial, à peu près 50% du flux mail dans le monde, c'est des menaces. C'est plus de la moitié, c'est de la menace, du spam, du phishing, etc. Donc ça représente vraiment un volume mondial énorme.
Et de ce fait-là, l'email est le moyen numéro un pour diffuser des cyberattaques. Donc souvent, quand on pense à cyberattaque, hacker, etc., on imagine des geeks dans leur coin qui font des lignes de code, etc. Dans la réalité, non. C'est des emails qu'ils envoient un petit peu d'intelligence, un petit peu d'engineering social pour faire en sorte que l'utilisateur derrière euh, clique sur l'action, sur le mail et fasse une action. Bon, la presse en parle, on ne va pas spécialement revenir dessus, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que toutes les entreprises sont concernées. On a souvent tendance à se dire, oui, je suis une petite entreprise, les hackers ne vont pas s'intéresser à moi. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas forcément vous, la PME, la TPE, qui fait un dommage collatéral par rebond, ce que l'on appelle d'une attaque. Donc, si vous avez un de vos partenaires, un de vos fournisseurs qui, lui, se fait pirater parce que, pour une raison X ou Y, bah, ça peut rebondir chez vous. Et comme le montre l'ANSSI dans son dernier rapport, en 2021, ce sont bien les PME, TPE et ETI qui ont été le plus touchés par les ransomware, les rançongiciels dont a parlé un petit peu Marc précédemment. Donc, c'est simple, c'est les PME, les TPE qui sont les moins équipés, les moins formés, donc potentiellement les plus touchés. J'aime aussi rappeler que l'on ne maîtrise pas 100% de son effectif. Moi, j'ai eu quelques retours de DSI qui m'ont appelé en ayant de très très fortes suspicions d'une action volontaire des utilisateurs en interne. Il suffit que vous ayez un employé qui va pas très bien dans l'entreprise, qui va se faire licencier, voilà, ça se passe pas très bien. Il reçoit une menace. Bon, bah, il peut cliquer dessus pour se venger et dire, ah mince, je ne savais pas, j'étais pas formé, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est de bloquer au maximum les menaces pour soit éviter que l'utilisateur qui ne sache pas reconnaître la menace clique, ou soit aussi éviter celui qui sait la reconnaître et veut volontairement nuire à l'entreprise. Et l'une des dernières tendances dont on m'a fait part, c'est que maintenant, les pirates envoient des emails aux employés, aux utilisateurs, en disant, bon, monsieur l'utilisateur, si vous voulez, je vous donne 5 000 euros en Bitcoin si vous cliquez sur ce petit virus que je vous envoie par la suite. Donc maintenant, les pirates utilisent même les employés pour diffuser leurs menaces. Donc on va faire un petit tour, on va voir un petit peu comment les cyberattaques par mail ont évolué au fil des années et pourquoi ça devient de plus en plus difficile pour les technologies, pour les détecter. Donc, quand on parle de cyberattaque, on parle principalement de ces 5 menaces, le spam, le scam, le malware, le phishing et le spear phishing. Le spam et le scam, ça représente le plus gros volume, mais le plus faible danger. On est plus dans de la petite arnaque pour l'utilisateur, ou voire de la nuisance, qu'un réel danger pour l'entreprise. Euh, voilà, ça va être une petite arnaque pour l'utilisateur. L'arnaque à la webcam, l'arnaque à la nigérienne, l'héritage, etc. C'est en revanche sur le malware, le phishing et le spear phishing que là, il y a un vrai danger pour l'entreprise. On ira un peu plus en détail justement dans ces 3 menaces et voir comment elles ont évolué et quels sont les moyens pour les détecter. Donc, au niveau de l'évolution, on a déjà vu, donc ça, c'était il y a quelques années, une évolution au niveau de la manière dont les pirates diffusent leurs attaques. Avant, une vague d'attaques, une vague de spam, de phishing, ransomware a été envoyée de telle sorte, à tel point que le début de la vague touchait les utilisateurs. Une partie de la vague était interceptée par certains mécanismes, donc à l'époque le sandboxing. Et au bout d'un certain moment, la vague devenait grosse et les anti-spam, se basant sur la réputation, l'empreinte, commençaient à détecter la vague parce qu'elle avait atteint un gros volume. Donc, grosso modo, ces technos s'appuyaient sur du volume.
Maintenant, ce que font les pirates, justement, c'est qu'ils envoient des petites vagues beaucoup plus courtes et beaucoup plus ciblées auprès des utilisateurs pour justement rester sous le radar de ces systèmes de signature. Et donc ça, c'est une représentation graphique d'un ransomware qui a été envoyé auprès de certains de nos clients. Et ça, ce sont toutes les IP utilisées, donc toutes les machines différentes utilisées pour diffuser la menace pendant 1 minute sur une instance de notre cloud. Donc sur 1/10 de nos machines pendant 1 minute, voici toutes les différentes machines employées pour diffuser une menace. Donc ce qui rend très volatile la menace, très difficile à identifier parce qu'elle représente un volume très faible. Il faut savoir que avec tous les objets connectés, les pirates disposent d'une force de frappe gigantesque, gratuite et illimitée. Quand je parle d'objets connectés, je parle de votre frigo connecté, de votre box Wi-Fi, de votre montre, etc., votre caméra connectée, votre serrure. Tous ces appareils connectés à Internet sont des petits ordinateurs. Donc les pirates, au travers de virus dédiés à ces machines, peuvent prendre le contrôle et créer ce que l'on appelle un botnet, les connecter entre elles au travers de leur réseau à eux, de manière à utiliser la force de calcul, la puissance de calcul de ces machines pour envoyer des menaces. Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle on est. Les pirates qui innovent, qui ont une force de frappe quasi illimitée et un moyen, un concept à comprendre, c'est qu'en cybersécurité, ça s'applique peut-être à d'autres secteurs, mais en tout cas en cybersécurité, c'est plus facile d'attaquer que de défendre. Et donc, ça se représente comme ça, grosso modo. Un anti-spam classique va bloquer les spams connus, les malwares, etc., ce qui représente ces menaces envoyées en masse. Toutefois, il n'arrivera pas à détecter les malwares inconnus, les phishing dynamiques, sophistiqués et les arnaques au président ultra ciblées. Donc voilà la réalité actuelle. Et c'est dans ce contexte que VAD Secure, anciennement VAD Secure, VAD Rétro Technologies, est né. Donc on est une société française. On protège plus d'1 milliard de boîtes mail dans le monde, 1,2 milliard pour être précis. Ce qui fait nous l'une des plus grosses entreprises mondiales, en tout cas en France, clairement la plus grosse. Et en termes de volume, on est deuxième derrière Google qui protège 1,7 milliard d'utilisateurs. Donc, on a vraiment une base installée gigantesque mondiale. Et ça, on l'a au travers de nos différents clients. Donc, Vadé est leader sur le monde des FAI, des fournisseurs d'accès Internet. Donc, on travaille avec les plus gros dans le monde, Orange en France, mais on a notamment signé l'américain Comcast. Et ça, c'était pendant l'administration Trump. Donc, c'est quand même une belle performance quand on connaît, quand on connaît la politique du moment, America First. C'est pourtant un petit Frenchie qui travaille avec le plus gros FAI américain. SoftBank au Japon, etc. Donc, Vadé est vraiment né dans le monde des FAI et c'est grâce à ça qu'on a gagné un petit peu le périmètre mondial que l'on a. Et enfin, on travaille avec des entreprises utilisatrices finales, de la TPE d'une boîte à l'entreprise multinationale de plus de 10 000 sièges. Et ce que l'on va voir un petit peu, ce que l'on va voir plus tard, c'est que donc on est bien une entreprise de technologie et on va apporter une réponse technologique à chaque type de menace que l'on va rencontrer au sein de la messagerie. Donc, on va faire un petit focus sur les malwares, le phishing et le spear phishing qui sont les menaces les plus avancées, les plus présentes et qui font le plus mal aux entreprises. Donc, le phishing. Donc, définition du concept pour ceux qui ne savent pas, le phishing, donc, on va lancer un filet et ramasser tous les poissons que l'on attrape. Et le filet, grosso modo, ça va être, on va choisir une marque. Allez, on va prendre Microsoft au pif. On lance des faux emails Microsoft, des fausses pages Microsoft, on racle le fond et on voit les utilisateurs qui ont rentré leurs adresses mail. Donc, c'est de plus en plus ciblé, c'est envoyé de manière de plus en plus avancée.
Et le but étant de récupérer la combinaison Identify ID Password de façon à soit se connecter sur le compte et effectuer des attaques au sein de l'organisation, ou soit collecter des informations et les revendre au kilo sur le dark web. Bon, ça va être difficile d'interagir sur cette question, mais voilà, il y a d'un côté une page de phishing et d'un côté une vraie page de Microsoft. Est-ce que quelqu'un saurait voir laquelle est la page officielle? Dans la réalité, c'est très difficile. C'est celle de droite qui est la page officielle. Et les attaques deviennent de plus en plus difficiles à détecter. Donc là, ne vous inquiétez pas, il y a juste des éléments techniques, mais c'est assez facile à comprendre. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que les pirates maintenant utilisent le code officiel de Microsoft, donc le CSS, l'habillage, le design de Microsoft. Donc ils prennent le code officiel de Microsoft pour habiller leur page de phishing. Les petits liens, contacts, ressources, etc. sont les liens officiels de Microsoft. Donc vraiment, l'utilisateur est dans l'environnement Microsoft, il y a juste la petite boîte dans laquelle il va renseigner son adresse mail et son mot de passe qui ne sont pas la vraie page de Microsoft. Donc très difficile à détecter pour un utilisateur lambda. On voit aussi de plus en plus de phishing avec redirection dynamique. Donc là, par exemple, on voit que les pirates envoient des URL utilisant des services de Amazon. Donc, Amazon, entreprise internationale, je pense que multinationale, je pense que vous la connaissez, fournit beaucoup d'outils pour ses vendeurs avec des moyens de créer des URL spéciales Amazon pour traquer, etc., etc. Ce que font les pirates, ils disent, bon, bah, OK, moi, je vais utiliser les outils d'Amazon pour diffuser mes attaques. De ce fait-là, quand nous, on reçoit l'email, on voit qu'il vient du domaine Amazon. Donc, évidemment, on ne peut pas blacklister Amazon. De ce fait-là, il faut aller plus loin dans l'analyse pour voir qu'il s'agisse d'une réelle attaque. Ils utilisent aussi des outils de raccourcisseurs d'URL qui peuvent qui peuvent également mettre à la chaîne. Donc, l'URL qui est le lien qui ressemble à ça, mène en effet vers Microsoft, mais ils peuvent aussi la faire diriger vers un site pirate. Et enfin, il y a les time bomb URL, donc l'URL qui est envoyée, qui est propre, et 5 minutes après, une fois qu'elle est délivrée dans la boîte de réception, se redirige vers un site de phishing ou un site qui va vous faire télécharger un malware. Donc voilà, donc les pirates jouent sur le lien qui est envoyé dans le mail. Ils ont la possibilité de le changer à tout moment, d'utiliser des services légitimes pour envoyer leurs menaces. Ça devient de plus en plus difficile de détecter vraiment les menaces. Donc il y a également, comme on a parlé Marc précédemment, les phishing hébergés. Donc là, vous recevez un email de Microsoft avec un document. En réalité, vous allez sur le document, si vous le téléchargez, ce sera une menace. Et donc là, c'est une menace en 2 temps. Également, le phishing de type image. On dirait qu'il y a du texte. En réalité, c'est des petits blocs d'images. Selon où vous cliquez, ça vous redirige vers tel ou tel service. Et donc, comment se défendre face à cette menace? Donc, chez Evadé, on a développé plusieurs technologies. Donc, Evadé, ça fait à peu près un peu plus de 15 ans que l'on existe. Donc, on a beaucoup de technologies, beaucoup d'outils et surtout beaucoup de connaissances. Si j'ai démarré par vous dire que l'on protège plus d'1 milliard de boîtes mail, c'est pour vous montrer l'empreinte mondiale que l'on a et surtout l'accès à la donnée. C'est vraiment le point essentiel pour assurer la sécurité et surtout développer des algorithmes et des technos efficaces. Donc, pour lutter contre le phishing, on va opérer sur plusieurs éléments au sein de l'email. Donc déjà, on a le computer vision, donc notre algorithme de vision qui va déjà partir à la recherche de logos sur les emails. Donc le computer vision vise à apporter un œil humain
à l'analyse de l'email. Donc, plutôt que de passer juste de façon technique, le filtre est en mesure, comme un humain, de regarder le mail et d'évaluer les éléments à la recherche d'anomalies. Le filtre va également collecter et cliquer sur les URL. Donc, le filtre va cliquer sur tous les petits liens, visiter la page et déterminer si le site est légitime ou s'il contient une menace. Il valide, et ça, c'est au travers du site EasyFishing qu'a montré rapidement Marc. Donc EasyFishing, ce n'est pas juste un site, c'est un vrai moteur d'analyse des liens. On en a fait un site justement pour pouvoir en parler, pour que vous puissiez le tester, voir un petit peu ce qui se passe dessus. Mais grosso modo, c'est notre technologie d'analyse des liens qui va analyser toutes les pages. Petit focus sur le computer vision, qui est vraiment une techno. Donc ça fait partie des dernières technos qui ont été intégrées dans le filtre. C'est basé sur l'intelligence artificielle. Et je voudrais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on va faire du machine learning. Et pour cela, il faut vraiment avoir beaucoup de données de façon à entraîner sa machine. Donc, on va injecter des logos sous différentes formes. On va mettre tout ça dans la machine. Nos algorithmes vont analyser. Et à la fin, l'intelligence artificielle sera en mesure de reconnaître les différentes géries et savoir les différencier des différents tomes. Donc ça, c'est un premier point pour entraîner. Et après, dans la machine, on va injecter des tomes, comme ça, sans dire qu'il s'agisse de tomes. Et on va se rendre compte que l'algorithme sera en mesure de détecter les images comme étant le fameux tome. Donc, dans l'email, comment ça se passe? On reçoit un email soi-disant de Microsoft. On a d'une part le filtre qui va cliquer sur le lien pour les visiter, et d'autre part, le computer vision qui va extraire le logo. Et là, dans l'extraction de ce logo, il se rend compte que le hash, donc la signature numérique du fichier, ne correspond pas. Et donc, il s'agit d'un email de phishing, usurpant la marque de Microsoft. Donc tout ça, c'est du temps réel. C'est fait en une fraction de seconde quand l'email arrive. Petit point sur le spear phishing. Donc là, on est vraiment dans l'attaque ultra ciblée. Donc précédemment, je vous parlais du phishing. On va venir lancer un filet, racler le fond et voir ce qu'il en sort. Là, le spear phishing, donc ça veut dire la pêche à la lance. Donc on va vraiment cibler un poisson, vraiment un poisson précis. Et là, encore une fois, plusieurs méthodes, plusieurs tactiques, plusieurs stratégies, plusieurs contextes sont utilisés par les pirates. Donc, le premier consiste à détourner, enfin en tout cas le premier, il n'y a pas vraiment d'ordre ni de sens, mais comme on vient du phishing, je vous disais, le pirate fait un phishing, il a les identifiants, et à partir de là, deux options. Soit il revend les infos, soit il exploite la brèche qu'il a créée. Et à partir de là, s'il veut l'exploiter, il a accès au compte mail, il a accès aux différents échanges, et à partir de là, il peut faire du détournement de conversation. Donc, il va voir un petit peu les différentes conversations qui l'intéressent, les différents contacts, et rebondir là-dessus pour envoyer différentes demandes au sein de l'entreprise ou au sein des partenaires en ayant la crédibilité de l'utilisateur qu'il a piraté. Donc ça, c'est très difficile à identifier, surtout si les pirates, dans ces cas-là, ne mettent pas de pièce jointe, en tout cas dans le premier email, pas de pièce jointe, pas de lien. L'idée, c'est vraiment de gagner la confiance en sous-marin. Donc ce qu'il faut, c'est surtout vraiment éviter le premier phishing à la base qui risquerait de compromettre. Également, d'autres spear phishing que l'on voit, les faux ordres de virement à l'international. Et là, on va également s'appuyer donc sur de l'ingénierie sociale, sur le sentiment d'urgence, sur le sentiment d'autorité qui ont tendance à nous faire la mauvaise décision.
Donc, il y a quelques temps, le 16 avril 2021, il y a presque un an, c'était cet exemple de presque un an, notre DAF, directeur financier, a reçu un email de Georges Lotigier, notre CEO, demandant de faire un virement à maître Stéphane Davin du cabinet, nanana, euh, etc., etc., d'envoyer la situation de la trésorerie. Évidemment, ce Stéphane Davin existe vraiment pour que ce soit crédible. Voilà un petit peu le type d'attaque que l'on peut voir. Pour que ce soit crédible, il y a également différentes méthodes, différents moyens pour usurper une identité. Donc, d'un point de vue technique, il y a 3 moyens les plus souvent utilisés. Donc, admettons que vous ayez un utilisateur qui s'appelle Olivier Charrier avec l'adresse ocharrier@vsecure.com. Nous, on va détecter chez Vadé les différentes usurpations. Donc, si cet utilisateur, Olivier Charrier, reçoit un email de l'adresse ocharrier@vsecure, mais sans le e.com, reçoit en interne un email, on viendra détecter qu'il s'agit d'une adresse similaire. Il y a aussi possibilité très facilement de modifier l'alias. Donc, c'est la partie visible de l'email, comme on le voit là. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que l'adresse mail originale, c'est i-mailing-smtp, etc., .me, et l'alias, c'est cette partie-là. Donc, très facilement, en fait, ça, c'est un champ libre. On peut mettre ce que l'on veut à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment une technique qui est employée très souvent, d'écrire le nom de la personne et que l'adresse mail en soit une autre. Et le domaine spoofing. Donc là, si votre domaine n'est pas protégé, les pirates peuvent carrément utiliser votre domaine et envoyer des emails en son nom. Rassurez-vous, il existe des techniques pour les détecter, notamment les IP. Nous, on comprendra que l'email envoyé de votre domaine n'a pas été envoyé de vos IP, de votre environnement. Donc, on viendra en tout cas détecter une anomalie et nos technologies de reconnaissance de texte viendront compléter l'analyse et comprendre qu'il s'agit d'un spear phishing. En termes de... Je t'interromps 2 secondes, Dimitri. Et ce qui est important aussi peut-être de signaler, c'est que ça, on peut le voir sur une messagerie sur un PC, mais quand on lit ces messages sur un téléphone, une tablette, ça passe à l'as. C'est ça, j'allais y venir un petit peu, mais voilà, complètement. Là, ça paraît évident quand on le voit comme ça dans le client de messagerie sur l'ordinateur. Dans la réalité, en effet, sur le mobile, on ne voit pas cette information. Là, l'email est ouvert. Selon même les paramètres, on ne voit pas forcément ça. Donc, c'est vraiment une information invisible. Une autre tendance que l'on voit, et ça c'est vraiment très récent, nos devs, les équipes du filtre nous ont présenté ça il y a quelques temps, c'est que maintenant les pirates ont même la capacité d'automatiser ces actions de spear phishing. Donc l'email ultra ciblé, maintenant, ils ont même la possibilité de créer des scénarios automatiques et d'envoyer le bon message à la bonne personne. Avec différents scénarios, différentes langues, ils peuvent jouer sur différentes langues et envoyer le message pertinent adapté à l'utilisateur. Une autre menace que l'on a vue, alors celle-là, elle est assez dingue, le Deep Voice. On a une société qui nous a contacté, qui a fait appel à nos services suite à une attaque de type Deep Voice, où, encore une fois, le directeur, le DAF reçoit un email avec un fichier audio provenant de son CEO, et on entend la voix du CEO parler dans une gare avec le bruit de la gare, les annonces de la gare, du train. Donc, de façon à créer du bruit, vous savez, créer du bruit, comme ça on entend moins la subtilité de la voix, on sait qu'il y a un sentiment d'urgence, de timing serré, demandant au directeur financier d'effectuer un virement ultra urgent, secret, confidentiel, etc., que la personne doit prendre un train urgent et n'a pas le temps de s'en occuper. Donc, maintenant, des voix peuvent être copiées assez facilement également. Et de ce fait-là, face au spear phishing, donc, le filtre Vadé va fonctionner sur plusieurs éléments. Donc, chez Vadé, on analyse vraiment
chaque email que l'on reçoit, on analyse son contexte général. On ne va pas se focaliser sur un élément. On ne va pas se focaliser juste sur l'émetteur. On ne va pas se focaliser juste sur ses IP. On va vraiment analyser l'ensemble. Et là, voilà un exemple de spear phishing détecté dans les machines VAD. Ça, c'est la console d'administration VAD. Donc, les clients VAD ont la possibilité de voir ces détails d'information. Et là, on voit que l'email de Jean-Pierre avec une adresse un petit peu bizarre a été envoyé, que le filtre a détecté qu'il s'agissait d'une usurpation de l'alias et qu'en plus, le message parlait de transfert d'argent ou d'informations confidentielles. Donc de ce fait-là, notre filtre va venir accoler une grosse bannière rouge directement à l'email que vous retrouvez sur votre mobile, sur votre client, sur votre ordinateur ou même sur la version web de votre messagerie. Donc une bannière plutôt que de bloquer l'email, parce que dans la réalité, on ne peut pas être sûr à 100% qu'il s'agit d'un spear phishing. Typiquement, si vous avez un homonyme qui vous envoie un email et qu'en plus il travaille dans le domaine de la finance, on ne voudrait pas bloquer un email légitime. Donc, dans ce cadre-là, on affiche une bannière et après, vous pouvez vous rapprocher de votre responsable informatique ou de Marc qui vous orientera, qui vous dira en effet s'il s'agit d'une menace. D'une manière générale, si vous avez une bannière sur un email, ce que l'on recommande toujours, c'est de ne pas répondre à l'email, mais de démarrer une nouvelle conversation auprès de la personne qui vous a envoyé un email. Et là, vous verrez bien si elle vous dit bah non, je t'ai pas envoyé de mail, etc. Ou carrément lui passer un coup de fil, lui demandant pourquoi tu me demandes mon RIB, est-ce que tu as vraiment déménagé, etc., etc. Donc surtout ne pas répondre et passer par un autre canal afin de vérifier la menace. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que on est à la fois sur une menace digitale, mais qui a vraiment un impact dans la vie réelle. Il ne faut pas oublier que on reçoit une menace mail, mais on peut sortir de cet écosystème mail et prendre son téléphone ou démarrer une nouvelle conversation ailleurs. Donc toujours penser à faire un pas en arrière, réfléchir. Il n'y a jamais d'urgence. On n'est jamais à quelques secondes près. D'autant que envoyer votre RIB à la banque à 17 heures, vous savez bien que ça ne sert à rien. Autant prendre son temps et attendre d'être le lundi ou le mardi pour faire l'action. Et enfin, dernière menace sur laquelle on va faire un petit point, les malwares et les ransomware. Donc ça, c'est vraiment les menaces qui peuvent faire mal aux entreprises ou en tout cas coûter un petit peu d'argent. Donc, il y a différents buts du malware. Le malware, donc un logiciel malveillant, va vraiment, donc un ransomware fait partie de la nature des malwares. Bon, je mets les deux, mais le ransomware, c'est vraiment un virus à part dans le monde. Donc le malware, selon ce qu'il veut, si c'est générer de l'argent, le ransomware sera le malware idéal parce que clairement, voilà, il va bloquer votre ordinateur et vous demander une rançon. En revanche, pour faire de l'espionnage industriel, ce serait un malware de type keylogger, par exemple, qui va enregistrer toutes les frappes que vous faites sur l'ordinateur. Ou un malware de type botnet qui, une fois que vous le téléchargez, va se diffuser gentiment dans votre infrastructure, s'installer sur tous les postes, rester dormant. Et quand le pirate aura besoin soit d'argent, transformera le malware en ransomware, soit si le pirate a besoin de diffuser une vague de menaces, transformera le malware pour transformer vos ordinateurs en PC zombies pour envoyer d'autres menaces auprès de la planète. Et donc là, je vais vous reprendre un petit peu de façon schématique et très simplifiée le déroulé d'une analyse de l'email qui contient un malware. Donc là, l'analyse du filtre en une fraction de seconde se passe comme ça. Donc on va déjà analyser tous les éléments techniques, donc ce que l'on appelle le header de l'email, où l'on voit à quelle heure a été envoyé l'email, quel logiciel, quels IP, quel alphabet, etc., etc. Donc on voit tous les éléments techniques de l'email, comment il est conçu. Et là, le filtre,
voit que c'est un email qui est envoyé depuis un système automatique. Donc, OK, des milliards d'emails sont envoyés comme ça. Donc, quand je dis système automatique, je parle par exemple quand vous achetez un livre sur la Fnac, l'email que vous recevez de confirmation, c'est un email automatique. Il n'y a personne chez la Fnac qui a écrit le petit email et qui vous l'a envoyé, c'est tout automatisé. Le filtre continue, il arrive au contenu du mail, au corps du mail, et là, il constate que le contenu de l'email est pauvre, ce qui est suspect. En soi, ce n'est pas suspect que ce que dit M. Paul Dupont soit inintéressant. C'est l'association de ces deux éléments. Un email envoyé depuis un système automatique avec un faible contenu, c'est suspect parce qu'un email automatique comprend souvent une structure HTML, des liens, des images, etc. Ce qui apporte du poids à l'email. Et d'un point de vue comportemental, on trouve ça bizarre qu'un email automatique soit aussi pauvre. Mais bon, après tout, pourquoi pas? Il y a aussi des mails qui sont envoyés avec des rapports en texte brut, avec des infos qui sont toutes légères. L'analyse continue. On voit qu'il y a une pièce jointe. Notre algorithme analyse la pièce jointe et constate que ce document docx a lui aussi un comportement bizarre. Ce n'est pas juste un document sur lequel il y a des informations. Le document va vous demander d'activer la macro qui elle-même va télécharger une ressource externe. Donc, ces trois éléments mis bout à bout nous font dire qu'il s'agit d'un email de malware. Et donc, c'est par ça que l'on va analyser le contenu et le contexte. On ne va pas juste se dire les IP sont propres, on laisse passer. On va vraiment voir comment l'email est conçu, ce qu'il contient, et analyser son contenu dans l'intégralité. Donc voilà, donc pour les malwares, on va vraiment on va analyser le code source de manière à comprendre comment le logiciel a été écrit. Et si on voit que le but de la pièce jointe vient modifier un système profond dans votre ordinateur, bon, on comprendra qu'il s'agit d'une menace. Donc voilà un petit peu comment ça se représente dans l'interface VAD. Les emails sont identifiés en tant que malware. On voit qu'il y a une pièce jointe de type doc qui elle-même contient après analyse, le filtre a compris qu'il s'agissait d'une attaque. Donc là, pour le coup, c'était lié à la Covid. On voit que l'email est envoyé au Brésil. Bon, j'ai pas l'info à qui ça a envoyé, mais ça parle de métropole, donc ça devait peut-être cibler justement voilà, le public. Et pour terminer ce point sur la protection de la messagerie, on va faire un petit point sur Microsoft 365 et comprendre un petit peu quelles sont les réponses apportées à Microsoft, est-ce qu'elles sont suffisantes et l'intérêt de VAD dans l'environnement Microsoft 365. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez cette petite slide qui reprend un petit peu la slide du début, où je vous disais que l'anti-spam de base va bloquer les spams connus, les malwares connus, les phishing connus, mais n'arrivera pas à bloquer les attaques avancées. Mais dans la réalité, c'est ce qui se passe avec Microsoft 365. Microsoft 365 a intégré un anti-spam à sa suite qui s'appelle EOP pour Exchange Online Protection, qui est un bon anti-spam qui va bloquer 60-70% des menaces, donc le gros du volume. Le spam du Viagra sera arrêté par Microsoft, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, est-ce que la micro-vague de malware qui est envoyée par le pirate sera détectée? Là, c'est plus la roulette russe, on sait pas trop. Encore une fois, ce n'est pas que Microsoft est mauvais. De un, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà Microsoft, dans 365, son but, c'est de délivrer des emails. Donc, vous, en tant que client, si vous voyez que Microsoft est trop sévère et bloque des emails légitimes, vous allez être mécontent par rapport à Microsoft. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est la position de Microsoft. Il est un petit peu entre les deux, où il doit à la fois apporter de la sécurité à ses utilisateurs, mais surtout de la délivrabilité. Donc, il a volontairement réglé le curseur plus bas pour éviter les problèmes de faux positifs. Et enfin, j'aime bien rappeler,
quand vous achetez un ordinateur Microsoft, il vient avec un antivirus Windows Defender. Pourtant, ce que font au moins 90% des gens, c'est on désactive Windows Defender et on remet un antivirus par-dessus d'un éditeur tiers. Mais c'est pareil dans le monde de 365. Microsoft n'est toujours pas un éditeur de sécurité. Et Microsoft, il va apporter une table sur laquelle on va pouvoir construire et travailler et ajouter des outils. Donc voilà un petit peu l'approche classique de la sécurité, consiste à rediriger le flux mail vers une passerelle de messagerie. Mais pour 365, on a une approche un petit peu différente où on va venir s'intégrer directement dans Microsoft. Donc, il y a beaucoup d'avantages à cette approche-là. On va filtrer les emails internes. C'est invisible pour les hackers, parce qu'en général, les pirates ont la possibilité de voir la solution anti-spam que vous utilisez. Parce que publiquement, c'est une information que vous devez afficher. Donc là, dans Microsoft, on est intégré directement. On a la main en permanence. On a même la possibilité de réparer d'éventuelles menaces qu'on n'aurait pas vues avec la remédiation. Donc, si on vous délivre un email qui est propre à l'instant T, et on se rend compte 2 minutes après que le pirate a redirigé les liens vers un site de phishing, donc ce dont je vous parlais un petit peu plus tôt, le phishing dynamique, bah, le filtre va comprendre et a la possibilité de retirer 2 minutes après les emails qui sont devenus des menaces au sein de vos boîtes de réception. Donc, beaucoup de technologie. Vadé, c'est vraiment une entreprise technologique. 70% de notre staff est lié à la R&D. On a des bureaux répartis partout sur la planète. On a des bureaux en Asie, à San Francisco aux États-Unis, à Vancouver, là où il y a les plus grandes académies d'intelligence artificielle. On a des brevets dans le domaine de l'intelligence artificielle. On est vraiment une entreprise technologique et on va analyser tous les éléments. Et enfin, on a ajouté une petite brique de sensibilisation au phishing. Donc là, encore une fois, basé sur le comportement. Lorsque l'on détecte qu'un utilisateur a cliqué sur un site de phishing, on a la possibilité d'envoyer un petit module de formation qui vise à maintenir un niveau de sensibilisation élevé. On va faire un petit quiz en 3 étapes où chaque utilisateur doit découvrir un email de phishing parmi 2 emails, etc. J'en ai fini pour ma part. Si vous avez des questions, je pense que nous allons pouvoir en parler un petit peu plus là. On peut également faire une petite présentation un peu plus en détail de la solution dans un second temps pour voir concrètement comment elle pourrait vous être utile au sein de votre organisation. Tu es en mute, Marc? Ouais. Ouais, merci beaucoup, Dimitri. Je suis désolé, les aléas du direct, j'avais une livraison d'un recommandé. Est-ce que tu as parlé de l'offre que tu voulais nous proposer? Oui, bah alors je te laissais la primeur sur ce point, mais parlons-en. Ben, je préfère que tu le présentes puisque c'est Yep. toi l'offreur. Non, bah du coup, ce que l'on se disait avec Marc à l'issue de cet échange, ce qui pourrait être intéressant, on en a décidé de vous offrir 2 mois, 2 mois gratuits pour toute souscription de 1 an, pour toute commande faite avant avril. Donc, si vous souhaitez déployer Vadé sur votre environnement 365 ou cloud, nous vous offrons 2 mois supplémentaires. Donc, 14 mois livrés pour 12 payés. Compte tenu de, comment dirais-je, de la robustesse de la solution, alors ce qui me plaît, moi, ce qui nous plaît, en tout cas chez Starware Micro, dans l'offre de Vadé, d'abord, elle est effectivement, comme on le disait, transparente pour l'utilisateur. Elle est efficace, bien évidemment, quel que soit le device, que ce soit son PC, sa tablette,
dès lors qu'on accède à ou son téléphone, son smartphone. La deuxième chose, c'est qu'elle est effectivement puissante, que c'est une société française et qu'aujourd'hui, on est quand même dans l'optique de favoriser les sociétés françaises dans les offres que l'on propose aujourd'hui, non pas parce qu'on est chauvin, mais parce qu'il faut aussi aider notre écosystème. Et on a la chance d'avoir Vadé. Et puis, le dernier point, c'est que et c'est effectivement transparent pour l'utilisateur, mais également pour ceux qui envoient les messages, comme je disais tout à l'heure, qui parfois reçoivent un message, qui aussi parfois tombe dans les spams d'ailleurs, demandant de s'authentifier pour que le message puisse arriver à destination. Et ça, on trouve ça plutôt pénible, on va dire. Voilà. On a terminé la présentation formelle. Je vais garder d'ailleurs encore comment dirais-je, l'enregistrement en cours. Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous avez aussi également des gens de la société de Star Wars, puisque Alexis est en ligne, Michael également. Je n'ai pas vu si Eric était connecté. Et puis, bien évidemment, Dimitri. Donc, si vous avez des questions complémentaires sur ces protections. As-tu parlé du module qui a été rajouté récemment? Donc, voilà, le Threat Coach. Voilà le petit module de formation. Voilà donc là, je suis dans la console Vadé. Comme vous pouvez voir, bon, comme je vous disais, je suis responsable au niveau européen, donc je suis connecté sur une console en anglais. Pour présenter dans certaines régions du monde, c'est un peu plus facile. Mais évidemment, tout est en français, étant une société française. Donc là, je suis dans l'interface, hein. Comme vous voyez, c'est très simple. C'est vraiment une solution qui est taillée pour les petites structures. Qu'est-ce que vous voulez faire des malwares? Est-ce que vous voulez les supprimer, les déplacer, supprimer la pièce jointe ou pas d'action pour les délivrer? La console vient pré-paramétrée. C'est vraiment simple d'utilisation. On choisit ce que l'on veut faire en fonction des menaces. Le petit module de formation au phishing dont je vous parlais, qui vise à faire je ne sais pas si je vais pouvoir. Yes. Qui vise en quelques clics à lancer un petit rappel de formation. Le fameux effet démo. Ah, yes. Donc voilà, encore une fois, on l'a en français, évidemment. Mais le petit module de formation en 3 étapes, où la première étape consiste à détecter un email de phishing comme on l'a dans sa boîte mail, donc sur mobile ou le client Outlook sur l'ordinateur comme là. Donc ce sont des exemples issus vraiment de notre fil, donc des exemples réels qui sont assez difficiles. Mais bon, là pour le coup, Microsoft Latest Update de l'adresse Outlook me semble pas très bonne. La deuxième étape consiste à détecter 2 emails de phishing parmi deux emails, enfin un email de phishing parmi 2 emails. Et la dernière étape consiste à détecter une page web de phishing versus 2 pages. Et si toutefois on se trompe, on vous explique pourquoi on s'est trompé et quels sont justement les éléments à regarder. Donc voilà, donc c'est vraiment un petit rappel rapide déclenché basé sur le comportement de l'utilisateur lorsque l'on constate qu'il effectue quand il clique sur des sites de phishing. Je vous parlais également de technologie. Vadé, on est une vraie société de technologie. Là, ce sont les brevets de Vadé. On a des brevets vraiment sur les formulaires de login, sur les différents formulaires que l'on retrouve sur les sites, de manière à détecter voilà, ceux qui visent à vous voler vos identifiants. Je vous parlais d'intelligence artificielle. Ce sont des vraies méthodes d'intelligence artificielle où on a des vraies technologies et des vrais brevets, une vraie expertise en la matière. Donc voilà, je tenais à insister également sur ces points-là qui sont uniques sur le marché. Et pour alimenter, pour faire fonctionner ces algorithmes, on a vraiment la connaissance et l'empreinte mondiale. Merci beaucoup, Dimitri. Merci, c'était très, très instructif. Et puis un bon refresh, en tout cas pour peut-être ceux qui déjà utilisent la solution, puisqu'il y en a dans la liste des présents aujourd'hui, qui pourraient d'ailleurs donner leur avis sur l'utilisation de Vadé, s'ils le souhaitent.
On a largement dépassé le temps, même si on inclut le temps d'attente des 5 minutes du départ. Donc un grand merci encore, Dimitri. Les micros sont, en tout cas, j'ai pas bloqué les micros de mon côté, ni toi, Dimitri. Donc si vous souhaitez poser des questions complémentaires, on avait prévu jusqu'à 10h30 pour une partie questions-réponses si nécessaire. Si tout était clair, eh bien, on va pouvoir se séparer et retourner à nos occupations quotidiennes. À l'issue de cela, je vous enverrai le contenu de la présentation, donc à la fois la nôtre, Star Wars, et celle de Vadé, à tous les présents. Et puis, j'ai, je crois, coupé l'enregistrement, j'en suis pas certain en réalité. Non, je vais l'arrêter puisqu'on est à la fin. Et puis, cette vidéo, pour ceux qui n'auront pas pu y assister, ou si vous le souhaitez, partager avec vos collègues qui n'ont pas pu venir à ce moment-là.